Donc je m'appelle Jean Defer, je suis ingénieur et je suis arrivé ici comme jeune ingénieur en 1955, juste au moment de la catastrophe de Marcinelle. Mon père, qui n'était pas très chaud que j'accepte un poste ici dans un charbonnage, m'a téléphoné le jour au matin en disant « Tu vois bien ce qui se passe à Marcinelle et tu risques éventuellement d'avoir des problèmes. » J'ai quand même persévéré, disons, dans la volonté que j'avais de vouloir venir travailler ici. Pourquoi? Parce que, en fait, j'aimais bien m'occuper du personnel et j'aimais bien m'occuper aussi, disons, comment dire, des nouvelles technologies. Et quand je suis arrivé ici, on avait une production de 300 tonnes par jour. Ce qui veut dire que ce n'était pas beaucoup. Mais c'est encore un système fort archaïque. On était encore avec les tailles de 25 mètres, avec un abatteur et un manœuvre pour chaque taille, ce qui faisait un prix de revient fort élevé. Et il fallait essayer de mécaniser et d'améliorer surtout la mentalité des gens. Et nous avons eu la chance d'avoir la possibilité d'ouvrir un chantier école. C'était le système, puisque nous avions assez bien d'ouvriers étrangers qui s'amenaient, que ce soit des ouvriers marocains, turcs, mais qui n'avaient absolument aucune notion de ce que c'était même de prendre une pelle et de travailler avec une pelle. Donc il fallait leur apprendre tous ces éléments-là, et ce qui m'a permis aussi d'ouvrir cette chantier-école et de former ma future base, disons, de l'amélioration du charbonnage. Dans la taille-école, nous avons fait des essais de taille de 50 mètres et puis de taille de voie de tête, voie de pied, au point de vue, disons, longueur. Et ce qui a permis éventuellement d'avoir du personnel qui ait accepté cette évolution-là. L'ancienne maîtrise, du coup, a disparu, puisqu'elle n'acceptait pas cette évolution. Or, c'était la seule façon pour moi de pouvoir éventuellement faire évoluer, c'est, disons, de mécaniser, c'est de pouvoir avoir des tailles de cette longueur-là. J'étais soutenu, bien sûr, par la direction, puisque c'était l'objectif qu'ils avaient. Ils s'étaient bien rendu compte que si on continuait comme le système était là, de 3 ans ou 4 ans après, on fermait. Alors, nous avons pris aussi un système qui permettait aussi, j'en parlerai tantôt, disons, d'abattre avec des trains à beurre à palette. Nous sommes ici devant le puits numéro 1, qui est le puits principal, qui est le puits avec ce qu'on appelle le système Coop. Donc le système Coop, c'est un câble qui passe sur une poulie, avec, disons, des adhésions, c'est-à-dire que ce sont des ferrodos qui permettent éventuellement au câble d'adhérer à la poulie, pour ne pas glisser lorsqu'on fait quand on tire avec la machine. Pour pouvoir y voir quand même éventuellement équilibré, en dessous de la cage, il y a un câble d'équilibre. Donc lorsque la cage est au-dessus, l'autre est en bas, et lorsqu'on remonte, tout se fait automatiquement, puisque c'est le câble d'équilibre qui prend la différence de poids. Puisqu'on a été jusqu'à la fin, jusqu'à 530 mètres au point de vue, disons, exploitation. Quand je suis arrivé ici, moi, on extrayait à 234. Et on creusait la varesse, c'est-à-dire le sous-puits. On creusait un puits en dessous de l'autre. On a creusé le puits depuis 430 jusqu'à 760. Donc j'ai connu ce système-là avec le CUFA. Donc si vous allez au Puy-Marie, on vous montre ce que c'est qu'un CUFA. Et on descendait dans ce CUFA. Et alors, quand je suis descendu la première fois, je respectais le règlement. Donc je me mettais dans le CUFA, je mettais ma ceinture de sécurité et je m'attachais au CUFA. Et l'ouvrier qui descendait avec moi, qui me dit « Si le câble casse, vous êtes dans le cercueil. » Donc il vaut mieux vous mettre sur le bord du CUFA, il faut tenir au câble, et si éventuellement le câble casse, vous sautez et vous pouvez attraper une poutrelle. C'est assez encourageant pour un jeune qui n'avait jamais descendu dans la mine, avoir des explications semblables. Mais enfin, on s'est vite habitué, donc on ne va pas se faire des illusions. Donc ce qui veut dire que j'ai connu l'extraction de 430 à 760, et dans la mise en service, disons, des niveaux 430 et 530. Ce qui nous a permis aussi d'avoir des chantiers beaucoup plus accessibles au niveau, disons, de la mise en place de la mécanisation. Ici, quand je vous ai dit, c'est le puits principal, en fait, c'est la voie d'accès
c'est l'autoroute d'accès, aussi bien pour descendre le personnel, que de remonter les produits, que de descendre l'air comprimé, que de descendre l'électricité. Tout était ici dans ce puits-ci. Le puits, disons, le puits Marie ne servait que de retour d'air. Il n'y avait pratiquement rien. Il y avait bien sûr des tuyauteries d'air comprimé pour alimenter les chantiers aux environs du puits Marie, mais c'était essentiellement celui-ci. Ce qui veut dire que quand il y avait une panne, ou éventuellement un wagonnet qui dégringolait dans le puits, qui avait été mal encagé, eh bien, comment dire, on était bloqué pendant plusieurs heures. Ce qu'il fallait qu'on fasse éventuellement des réparations immédiates. Hein, donc, ceci était l'axe principal. Et mon bureau, qui était là un peu plus loin, moi, j'entendais le puits fonctionner. Ce qui veut dire, quand j'entendais qu'il y avait un arrêt anormalement long, je me dis, il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose. Et alors, à ce moment-là, on était attirés et on venait voir ce qui se passait. Donc, ceci, c'était l'axe principal. Hein. Tout se passait ici. Contrairement à beaucoup de charbonnages qui utilisaient le bois comme soutènement, nous étions obligés, nous autres, de soutenir avec du métal. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'humidité. Il y a de l'eau partout ici. Donc, comment dirais-je, on pompait jusqu'à 10 000 mètres cubes d'eau par jour. Ce qui veut dire que c'était énorme et c'était un sointement général. Ce n'était pas une arrivée locale, c'était un sointement général. Et vous le voyez ici, la preuve. Nous avons ici le système Toussaint-Exmann. Donc, c'est un brevet allemand. Ce sont des cadres métalliques en 3 parties. Vous avez la couronne et vous avez les 2 pieds. La couronne peut éventuellement glisser à l'intérieur, disons, des cavaliers qui sont là, et il y avait une planchette qui permettait le glissement. Donc, ce qui veut dire que quand il y avait une pression de terrain, d'ailleurs, on va le voir plus loin, quand il y a une pression de terrain, le tout, disons, baisse, mais résiste. Plus on pousse, plus il résiste. Ce qui veut dire que c'est un soutènement qui nous permettait éventuellement d'aller contre des éboulements. Mais j'ai déjà vu aussi qu'en 3-4 heures, la voie était complètement fermée. Mais c'était une pression de terrain anormale. En système normal, ça se pressait tout doucement. Ce sont des soutènements qui ont été placés. Donc, à l'époque, on a creusé 30 mètres, c'est-à-dire en 1900, j'aurais réfléchi, 81. Vous voyez que ça ne bouge pas, c'est toujours normal. Et on met même des climpes métalliques qui permettaient éventuellement de tenir le garnissage derrière les cadres. Donc, tout est en fer. La première chose que nous devons envisager lorsqu'on met un nouveau chantier en route, c'est son aérage. Il faut amener de l'air pour pouvoir éventuellement les ouvrir, respirer normalement et évacuer éventuellement les grisous, sauf bien sûr qu'il n'y en a pas d'ici, donc par conséquent, nous n'avions pas ce problème-là. Et comment on faisait pour avoir éventuellement de l'air dans le fond? On créait une dépression. On créait une dépression par un ventilateur qui aspirait. Donc ici, c'est le puits de retour d'air. Donc aspirer, automatiquement, l'air entrait ici. Seulement, ce qu'il faut, c'est de conduire l'air à l'endroit où on veut qu'elle aille. Si je ne mets pas de porte ici, l'air va prendre le chemin le plus court et va revenir directement vers le puits Marie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met une porte, vous avez ça ici. Hein? L'air va directement à 60 mètres et monte le chantier et puis arrive au puits de retour d'air. Mais il faut bien penser que ceci est un circuit simple. Nous avions des chantiers qui se trouvaient à 1 km, 2 km. Donc il fallait, amener l'air là-bas. Donc c'était un point fort important d'avoir un aérage. D'ailleurs, nous avions, disons, de la surveillance spéciale uniquement pour l'aérage. Et ils faisaient des mesures d'aérage au point de vue débit et au point de vue de qualité avec la petite lampe de mineur pour voir éventuellement s'il n'y a pas de grisou. Le danger ici, c'était pas tellement grisou, c'était la puteur. La puteur, c'était du CO2, donc qui se mettait de lui plus facilement dans le sol. Donc en général, il était à 30-40 cm du sol. Et alors la petite lampe s'éteignait lorsqu'on mettait la lampe vers le bas. Donc le système d'aérage était très important pour nous. C'était une préoccupation des ingénieurs qui obligeait, disons, d'avoir toujours ce point de vue d'aérage. Et on était parfois obligé de mettre des ventilateurs secondaires. Quand nous avons quitté le puits, nous avons pris un axe
nord. On allait vers le nord. Et c'est un bouveau, une voie creusée à travers banc. Ce qui veut dire, comme on dit, on recoupait les bancs. Je vous ai montré tantôt donc le banc qui était devant nous. Et ça nous permettait éventuellement, à un moment donné, de couper une couche de charbon. Lorsque je suis, disons, en dehors de la couche de charbon, ça s'appelle un bouveau. Parce que qu'est-ce que je fais? Je creuse à travers banc. Dès que j'arrive dans une couche de charbon, et ça se voit encore mieux à 60 mètres, donc je tourne à droite, puisque la couche de charbon est ici, et je suis au chassage. Lorsque je suis dans une voie avec du charbon, c'est un chassage. Et ce qui lui permettait éventuellement d'exploiter. Donc le bouveau, c'est pour recouper les couches. Le chassage, c'est pour suivre la couche. Vous êtes ici devant un transfo, un transformateur, qui veut dire que transforme le courant électrique qu'on amène avec un câble à 6000 volts et on le transforme à 500 volts pour aller vers le chantier. Donc le moteur qui est ici au-dessus du chantier est à 500 volts. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de monter en tension pour pouvoir éventuellement transporter? Parce que si on mettait des faibles tensions, on perd beaucoup d'ampérage. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on devrait mettre des câbles beaucoup plus gros. En mettant des câbles à 6000 volts, avec des moteurs, des transformateurs qui sont hermétiques, il n'y a pas de danger au point de vue de sécurité. Ce sont des transformateurs qui sont complètement hermétiques au niveau extérieur. Et ils doivent être agréés par l'administration des mines pour pouvoir éventuellement être descendus dans le fond. C'est ce qu'on appelle du matériel antigrisouteux. C'est le nerf de la guerre pour la mécanisation. Je vous ai dit donc quand on a quitté le bouveau, qu'on a tourné à droite, qu'on était dans un chassage. La preuve, c'est la couche de charbon qui est devant nous. Alors la couche, elle est disons, comment dire, formée d'un toit, donc avec des empreintes de toit, et avec un mur. Puisque la couche de charbon, c'est une formation d'une forêt qui a été transformée en charbon. Et dans une forêt, vous avez des feuilles et vous avez des racines. Eh bien, nous trouvons exactement la même chose ici dans la mine. Vous avez des feuilles qui se trouvent ici au-dessus et vous avez des racines qui se trouvent là, en dessous. Et on voit la distinction très, très nette entre une pierre de mur et une pierre, disons, de toit. La pierre de toit est bien stratifiée, avec des empreintes, disons, de feuilles dedans, tandis que l'autre est tout mélangé. Alors, pour pouvoir éventuellement creuser dans le chassage, on commençait par enlever le charbon sur 2 mètres de long. Si la pierre n'était pas bonne, on mettait parfois des soutènements provisoires en bois. Et puis alors, à ce moment-là, on forait des trous au-dessus, jusqu'à la couronne, et en dessous. Ces différents trous étaient disposés de telle façon qu'on puisse éventuellement faire sauter en premier lieu la pierre du dessus, la pierre d'en dessous, et elle descendre au fur et à mesure vers le bas. Et on pouvait faire cela avec des explosifs et avec des détonateurs qui étaient à retard. Donc les détonateurs ils sont millimétrés, et en fonction, disons, de millimètres, disons, d'explosifs qui est à l'intérieur, le temps est différent. Ce qui permettait éventuellement, dans un chassage, d'entendre la distinction de coups. On entendait boum, boum, boum. Lorsqu'on était dans un bouveau, qu'on pouvait prendre des explosifs et des détonateurs qui n'avaient pas beaucoup de retard, on entendait boum. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais dans mon lit et il y avait un chassage qui venait vers la maison. Et j'entendais qu'on tirait en un seul coup, boum, alors qu'ils étaient dans un chassage. Et alors, quand je suis arrivé à 6 heures du matin, au moment de la remontée des bouts de feu, j'ai demandé au type de me monter sa mallette, et il n'avait pas d'explosifs de retard. Il avait des explosifs sans retard. Ce qui veut dire que je l'ai mis à la porte immédiatement parce qu'il ne respectait pas le règlement. J'ai toujours posé la question, comment est-ce que j'ai su que, comment dire, qu'il avait tiré avec des courts retards et pas avec des longs retards. Pour pouvoir exploiter une couche de charbon, il faut avoir des ouvertures. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un chassage à la tête de taille et un chassage au pied de taille. Et puis, on rejoignait par un montage. Et le montage, c'est ce que vous avez devant vous, ici, à gauche, en descendant. Ce montage, quand il avait percé, il est arrivé ici, à l'étage ici, on pouvait, alors, à ce moment-là, établir un aérage.
Donc on ne pouvait pas exploiter tant qu'on n'avait pas aéré convenablement. Donc il fallait qu'il y ait un circuit d'air qui fonctionne. Comme ici nous sommes dans le retour d'air, il y a une aspiration. Si vous faites ça, vous voyez l'air qui s'en va par là. Hein, donc par conséquent, on pouvait se permettre, disons, d'exploiter. Alors, pour pouvoir exploiter, on commençait à mettre la machine à l'intérieur, disons, de la taille. Et alors, cette machine-ci, c'est un treuil de 114 chevaux, un treuil avec un monotreuil. Donc ceci, c'est un moteur à sec et qui permettait éventuellement de subir des modifications de vitesse et des modifications de sens. Par exemple, il avait son plateau qui était coincé, mais le machiniste pouvait remonter, puis redescendre pour pouvoir éventuellement passer, disons, le paquet. Mais le moteur, lui, encaissait chaque fois, parce que c'est pas, il y avait pas, en général, lorsque on a des moteurs qui permettent éventuellement le changement de direction, il faut, disons, des moteurs avec des modifications de voltage. Tandis qu'ici, il est toujours à 500 volts, donc il acceptait ces modifications de vitesse. C'était les ASEC qui avaient mis ce moteur-là au point, et il durait à peu près 1 an. Après 1 an, la couronne à l'intérieur du moteur était dessoudée, était mangée par le courant Faraday, comme on disait. Donc, ce qui veut dire que, comme on dirait, après 1 an, il fallait remplacer le moteur, on le renvoyait en usine et le remettait en travail. Ceci, un système monotreuil. Au départ, on travaillait avec 2 treuils, un treuil en bas et un treuil au-dessus. L'inconvénient, c'est que le treuil d'en bas, il devait être soutenu, disons, comme on dit, sur les cadres métalliques. Et chaque fois qu'il recevait un coup, ça faisait de la vibration et tout tombait. Alors, j'ai trouvé ce système-là en France, c'est ce qu'on appelle le système Plaça. Au lieu de mettre un treuil en bas, on met simplement une poulie en bas, qui est dans la taille. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y avait aucune attaque de la voie inférieure. Alors, il fallait amarrer la poulie. Alors, on avait trouvé un système aussi en France. En fait, la poulie était accrochée avec des câbles. Et au bout du câble, il y avait une boule de plomb décentrée. Et on bouchait le trou avec du sable. Et alors, quand on tirait dessus, ben, le bouchon remontait, comme il était décentré, il coinçait. Ce qui veut dire que la poulie était amarrée de façon très simple. Il n'y avait pas de complications, il n'y avait pas de verin hydraulique, il n'y avait rien du tout. C'était simplement le fait que la boule était décentrée. Et la boule étant décentrée, elle coinçait dans le trou. C'était un tout petit système. Et alors, quand on a eu tous ces systèmes-là qui ont été mis en route, je vous l'ai dit tantôt, nous avions 80 à 90% de la production qui se faisait par ce système-ci. Le treuil, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était attaché avec une chaîne marine et il était attaché à un train haveur. Un train haveur dont un des trains portait des pics pour arracher le charbon. Et les autres trains permettaient éventuellement uniquement de transporter le charbon jusqu'au pied de taille. Alors, le machiniste qui se trouvait ici, montait, descendait, et il y avait, disons, quelqu'un qui était dans la taille et qui permettait éventuellement d'avoir des informations par téléphone. Donc, ce système-ci nous a permis de fermer le dernier du bassin de Liège. Parce que nous avions cette production-là qui était fort intéressante et qui coûtait moins cher au gouvernement. En fait, les fermetures ont été établies suivant le coût du gouvernement. Et comme nous coûtions moins cher, nous avons fermé le dernier. Aux grandes dames, disons, des gros charbonnages, puisque nous étions un petit charbonnage. Monsieur Lefer, dans une veine en exploitation, j'ai très bien compris comment on faisait avec le rabot, mais quand c'était des mineurs qui devaient exploiter le charbon, combien y avait-il de mineurs et comment travaillaient-ils? Mais écoutez, en moyenne, un ouvrier mineur faisait, disons, 3 billes par jour. Et une bille, c'est 3 mètres, ce qui faisait à peu près 9 mètres. Donc, tous les 9 mètres, il fallait mettre un ouvrier.
On pouvait mettre un ouvrier. Mais parfois c'était plus, parfois c'était moins, c'était en fonction, disons, de la dureté du charbon ou pas. Donc ici, on pouvait éventuellement mettre 6 abatteurs, quoi. Et alors, ils avançaient donc dans la veine, et pour que le charbon ne tombe pas sur celui qui travaille en dessous, comment est-ce qu'on s'arrangeait? C'est-à-dire qu'ils étaient un peu en quinconce, hein. Donc ils étaient un peu, ils se protégeaient par le stock précédent, quoi, hein. Et comment est-ce qu'on mesurait le travail qu'ils avaient fait pour les payer? Parce qu'il y en avait qui travaillaient... C'est-à-dire que c'était au nombre de belles. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Le porion affichait le nombre de belles faites par un ouvrier. Et alors, le nombre de belles affichées était inscrit dans le livre, bien sûr, des belles, mais mis sur le tableau qui est au Puy-Marie. Vous avez, à côté du Puy-Marie, vous avez un tableau où on annonce, disons, les nombres de belles. Donc, l'ouvrier pouvait vérifier si les nombres de belles qui avaient été renseignés étaient exacts ou pas. Mais il avait 24 heures pour réclamer. S'il ne réclamait pas dans les 24 heures, il était considéré comme bon. Donc, il était payé en fonction du nombre de belles qu'il avait fait en moyenne sur le mois. Il n'y avait pas de distribution d'eau dans le fond de la mine. Mais pour les marteaux perforateurs, si on voulait éventuellement éviter d'avoir de la poussière lorsqu'on perforait, il fallait y amener de l'eau. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On remplissait des réservoirs d'eau, on y mettait l'air comprimé, et l'eau était envoyée vers les perforateurs d'une façon avec une pression un peu plus élevée qu'à pression 1. Donc, ce qui permettait d'avoir de l'eau dans les marteaux perforateurs et éviter la poussière. Le 10 mai 1940, l'armée belge a fait évacuer le charbonnage en vitesse. Et ils n'ont même pas laissé remonter les chevaux. Ce qui veut dire que quand on a retrouvé les chevaux noyés, quand on a des noyés par après dans les années 40-41. Donc moi, j'ai jamais connu de chevaux ici, mais j'en ai déjà entendu parler, et j'ai vu dans des autres charbonnages des chevaux, mais je ne vais pas parler de ça ici, puisque nous n'en avions pas. Alors la traction se faisait soit par des treuils à air comprimé, mais dans les voies principales par des locomotives diesel. C'est un système Mouesse de Warem. Et c'était des moteurs diesel, ceci c'est une 15 chevaux, une petite locomotive. Et l'avantage, c'est que les gaz d'échappement passaient dans des filtres. Par conséquent, ils étaient de sécurité au point de vue atmosphère. Donc, on n'envoyait pas du CO et du CO2, disons, dans l'atmosphère, puisqu'il y avait des filtres qui permettaient éventuellement d'éviter cela, à condition que le machiniste y remplisse ses fils de sable pour éventuellement avoir, disons, un bon rendement. Ça permettait éventuellement ceci d'avoir des tractions, disons, de 25-30 wagonnets. Et nous avions des locomotives de 30 chevaux aussi. Donc il y avait des 15 et des 30. Nous n'avions pas plus gros. Mais ce qui permettait éventuellement d'évacuer tout le produit que nous avions besoin pour le puits. L'air comprimé, c'est de l'air qui est pris en surface, qui est envoyé dans les compresseurs, et les compresseurs envoient cela, disons, dans les tuyauteries. L'air qui est aspiré par les compresseurs est chargé d'humidité. Et alors, quand on fait la compression, automatiquement, cet air humide devient de l'eau. Alors, pour éviter d'avoir de l'eau qui soit projetée dans les colonnes pour aller vers les utilisateurs, on met ici des chicanes qui permettent éventuellement d'avoir de l'eau qui descend dans les tuyaux, dans le tonneau. Donc, ce qui veut dire qu'on récupère l'eau qui se trouve, disons, dans les tuyauteries pour éviter de les envoyer dans l'utilisation des marteaux-piqueurs, marteaux-perforateurs, parce que ça diminue le rendement. Donc ici, de temps en temps, il fallait vider le tonneau de l'eau qu'il y avait, disons, à l'intérieur. Donc vous aviez les wagonnets qui sortaient de la cage, qui étaient arrivés ici au niveau de 12 mètres, et elles descendaient ici par gravitation. Si c'était du charbon, on l'envoyait directement au culbuteur qui était là, et qui permettait éventuellement, disons, de basculer le charbon vers le triage lavoir, nous le montrerons plus loin. S'il était des pieds, par un système d'aiguillage,
les pierres étaient remontées par une chaîne releveuse et se mettaient à la mise à terre là-bas avec le silo qui se trouvait là-bas plus loin. Donc on verra ça disons, dans la surface. Donc les wagonnets de charbon qui venaient de la cage s'amenaient ici. On le faisait partir dans le culbuteur et les produits ils allaient, disons, vers le triage là-bas. Les plus de 80 allaient vers l'étape de triage et c'était des triages à la main. On enlevait les pierres et les charbons d'un côté et les pierres de l'autre. Et tout ce qui était en dessous de 80 allait monter, disons, dans le triage lavoir, disons, avec la bande transporteuse. Donc, alors, les wagonnets qui avaient été culbutés, s'il y avait beaucoup, parce que comme il y avait de l'eau, il y avait des culs, comme on disait. Donc, il y avait, disons, des produits qui restaient, disons, accrochés dans le fond du wagonnet, ils passaient au nettoyeur de Berlin. Là-bas, on nettoyait le fond, et puis on repartait pour pouvoir éventuellement remettre dans le circuit des vitres. Parce qu'il y a le circuit des vitres. Les vitres, disons, comme on dit, suivaient l'allée qui est là, et revenaient par l'autre côté pour pouvoir éventuellement être prêtes à être encagées. Donc, la cage avait les pleins qui sortaient d'un côté, et les vitres qui rentraient de l'autre, qui avaient été vidés soit par ici, soit par le nettoyeur, soit par les pierres qu'on avait évacuées. Par exemple, voici des wagonnets, ils n'ont pas leur place ici parce que c'est de la pierre. Il y a dû avoir du charbon. Donc, vous avez ici en dessous une tôle de plus de 80 qui laisse passer les produits de plus de 80, et les produits de moins de 80 vont directement dans le triage lavoir et montent par les bandes transporteuses là-bas. Les plus de 80 viennent ici aux tables, disons, de triage. Et donc, comment dire, les pierres sont mises d'un côté et le charbon est mis de l'autre. Donc, ce qui veut dire qu'on a des pierres qui sont récupérées en bas dans des trémies, remontées dans des ascenseurs pour revenir ici dans le circuit. Et alors, le charbon, lui, part vers un concasseur, puisque les plus de 80 ne sont pas vendus comme tels, et il faut les casser pour pouvoir éventuellement pouvoir les mettre dans le circuit du charbon. Donc, nous avons ici les moins de 80 qui sont récupérés par la bande transporteuse pour aller vers le triage lavoir, où on va, disons, parler du triage lavoir. Donc, on a quitté les produits qui montaient dans le triage lavoir. On voit là-bas la bande transporteuse qui monte jusqu'au-dessus, qui va jusqu'au silo supérieur, avant d'être redistribuée, disons, au niveau du triage. Chez des produits avec du charbon et de la pierre, plus petites. Donc il faut les séparer. Alors comment les sépare-t-on? Par un mélange de liqueur dense, c'est-à-dire qu'on met de la magnétite dans l'eau, le charbon flotte et les pierres plongent. Donc il y a une séparation du charbon et de la pierre qui se fait par le système, disons, de la liqueur dense, donc la magnétite qu'on ajoute dans l'eau. Donc on sort de là des pierres, des petites pierres, qui sont évacuées d'un côté et remises au terri. Et puis alors le charbon. Le charbon, il est lavé. Mais il est encore passé dans des jets d'eau pour pouvoir éventuellement enlever les poussières autour de ces grains de charbon. Donc mes grains de charbon lavés arrivaient ici dans dans les différents cribles et classés en fonction de la grosseur. Alors, j'ai aspergé mon charbon, disons, par de l'eau. Donc cette eau est chargée de charbon. Il faut séparer l'eau et le charbon. Et ce sont ces centrifugeuses-là qui séparent l'eau et le charbon. L'eau, ça va, disons, dans le passage lame, et le charbon est récupéré pour pouvoir éventuellement être envoyé en centrale électrique. Donc j'ai la séparation, disons, du charbon et de la pierre, puis j'ai la séparation, disons, des grains de charbon avec des poussières. Et je récupère le tout. Nous avons eu l'avantage, l'inconvénient bien sûr, d'être démoli en 10 mai 40. C'est ce qui veut dire que le triage lavoir a dû être, disons, complètement démoli pour pouvoir reconstruire un nouveau triage lavoir après la guerre, avec une nouvelle méthode moderne. Et toute la disposition, par exemple, de la recette a été faite de telle façon qu'on n'emploie pratiquement pas d'hommes.
Donc il n'y a pas de mécanisme automatique et s'ensuit. Hein, c'est surtout se fait par centrifuge et les wagonnets descendent, disons, d'eux-mêmes et s'ensuit. Donc il n'y a pratiquement pas d'homme dans la. C'est comme ça que nous avions des bons rendements. Parce que c'était été conçu après la guerre. Moi, quand je suis arrivé ici, on commençait à faire fonctionner le triage lavoir. Le charbonnage était alimenté par une ligne vicinale. Ligne vicinale qui allait de Liège à Foron-le-Comte. Mais après la guerre, la ligne a été en partie abandonnée et il n'y avait plus que de desservir le charbonnage entre, disons, Bligny et Ouarsage. Mais le problème, c'est que la ligne de chemin de fer Vecino était à l'écartement d'1 mètre, tandis que la voie de chemin de fer était à l'écartement d'1 mètre 41. Donc il fallait pouvoir éventuellement venir avec des wagons État ici pour ne pas faire de transbordement de charbon à la gare de Ouarsage. Alors il fallait pouvoir éventuellement récupérer le mètre à 1 mètre 41. Et c'est comme ça qu'on mettait les wagons État sur des trucs qui, eux, étaient à l'écartement d'1 mètre 41 sur la partie supérieure et les roues étaient à 1 mètre qui permettaient éventuellement d'aller sur la ligne vicinale. Donc on évacuait le charbon directement dans des wagons État, mais par un système de trucs. Alors nous avions au départ, c'était le chemin de fer Vecino qui exploitait, et ils exploitaient, eux, par des locomotives à vapeur. Donc vous avez encore un type ici. Et puis alors le Vecino, et abandonnant, disons, la voie, le charbonnage a racheté, disons, la ligne. C'est ça qui a été propriétaire de la ligne jusqu'à Ouarsage. Mais alors, là-bas, directement, on a envisagé de mettre des locomotives diesel. Et c'est comme ça que nous avons acheté des locomotives diesel qui permettaient de desservir la voie ici et qui étaient à l'origine du train bleu. Donc, on a demandé de pouvoir éventuellement exploiter la ligne les week-ends pour emmener disons, des gens visiter la ligne. Et c'est comme ça que le train bleu est né. Et c'est de là que nous avons une réputation assez sérieuse au niveau du commissariat au tourisme et de la Fédération du tourisme et qu'on a pu avoir des facilités lorsque nous avons envisagé de transformer le charbonnage en complexe touristique. Parce que nous avions une certaine capacité de pouvoir éventuellement diriger l'ensemble. Ce qui veut dire que ça a duré 2 ans de négociations pour pouvoir éventuellement arriver le 31 mars 1980 à la déclaration que la province rachetait le charbonnage pour pouvoir le transformer en complexe touristique. Et c'est comme ça qu'est né Bligny-Mines. Donc, je descendais dans les descends et j'ai les jambes assez courtes, ce qui veut dire que les ouvriers devaient mettre leur bois à écartement d'1 mètre et de 80 cm entre bois. Et les ouvriers italiens, ayant appris que j'allais descendre le matin, ils sont amusés à écarter plus fort le mètre et les 80 en plus. Ça fait que j'étais chaque fois en déséquilibre, parce que quand on descend dans un dressant, il faut toujours avoir 3 points d'appui. Mais je ne parvenais plus à avoir mes 3 points d'appui, parce que j'avais, disons, commandé, j'avais trop de distance. Ils l'ont fait une fois, ils n'ont pas fait une deuxième. Parce que je vous garantis qu'ils l'ont senti passer. Hein? Ils ont voulu se foutre de ma gueule, comme on dit, mais ils l'ont payé par après. Hein? C'est des 2 ouvriers italiens qui étaient très bien au point de vue, disons, abatteurs et aussi, mais qui aimaient bien jouer avec les pieds des gens, quoi. Et par exemple, quand ils savaient que le surveillant allait passer, ben, ils s'arrangeaient pour mettre de la merde sur les bois, par exemple. Hein? Des histoires pareilles. C'est des enfantillages de mineurs, mais comment dire, des enfantillages qu'il faut éventuellement. Je n'étais pas fier de descendre sur les bois comme dans une échelle, là, c'est pas évident. Hein? Enfin bon, c'est une anecdote. Ici, dans la mine, nous avions de l'eau, donc une température de 14 degrés, même à 530. Donc l'échelle de température qu'on dit en fonction, disons, de la descente, n'était pas valable ici à cause de l'eau. Et on me dit, donc, comment dire, qu'il pouvoir éventuellement dormir, il fallait se trouver dans un endroit où il faisait un peu plus chaud. Parce qu'à 14 degrés, vous ne savez pas vous endormir. Et on me dit qu'il y a un chaporion qui fait, disons, comment dirais-je, va dormir dans la salle de pompe de 300.
Alors, bon, ben, comme on dit, je me descends, et il était de nuit. Je descends la nuit, et je tombe sur le type qui est en train de dormir dans la salle de pompe. Il est remonté, et on lui a donné son préavis, et il est parti directement. Donc, vous voyez, des choses comme ça, quoi. Hein, donc, anecdote, mais qui montre qu'il faut être tout le temps attentif à tout ce qu'on peut éventuellement même dire. Et il est certain qu'un chef-porion de nuit qui dort dans la salle de pompe, c'est un cas d'exclusion automatique. Et il y en a un autre qui a été mis à la porte aussi, mais pour autre chose, des bêtises, quoi. Mais enfin, bon. Vous savez, j'avais 30 ans quand j'ai été nommé directeur de travaux. J'étais le plus jeune directeur de travaux de Belgique. Il y avait quand même 450 ouvriers dans le fond et 150 à la surface. Ce qui veut dire que j'avais 600 hommes. Et il fallait faire fonctionner tout cela. Alors, si je ne m'étais pas montré rigoureux et sévère, ben, j'aurais été enfoncé. Je sais bien que j'ai une réputation d'être sévère, mais ils peuvent dire aussi que je suis juste. Je n'ai jamais été injuste. Par exemple, quand je suis arrivé ici, le conducteur favorisait, par exemple, les porions lorsque leur femme était gentille avec lui. Des histoires comme ça. Et dans les charbonnages, c'était courant. Il ne faut pas se faire des illusions, c'était un peu l'habitude. Donc il a fallu redresser tout cela et recréer une mentalité beaucoup plus saine. Et ceux qui ont essayé, disons, de vouloir éventuellement m'apprivoiser avec des approches semblables, ils étaient vite refusés. Là, par exemple, j'aimais bien le football, j'ai été vice-président de football de Bligny, et j'allais au match à Bligny. Et les ouvriers, bon, ils étaient au match aussi, et à l'entracte, au team, hein, ils me proposaient de prendre un verre. Et quand on avait pris un verre, on a commencé à parler charbonnage. Alors j'ai dit non. Ici, je suis au football, je ne suis pas au charbonnage. Si vous avez des choses à me dire, vous me dites ça demain matin. Hein, ici, je veux bien prendre un verre avec vous autres, mais football. Donc, dès que vous mettez la séparation comme cela, automatiquement, on vous respecte. Et, comment dire, ça ne peut plus rien dire, quoi. Hein. Vous savez, comment dire, je vais un jour sur un Beauvau, j'étais une équipe de Foraki. Et je trouve qu'il n'avait pas mis des étançons métalliques et que le terrain n'était pas bon. Je lui ai fait arrêter le travail qu'il faisait au front. Et je lui ai dit, tu vas chercher les cadres et tu vas les placer. Et je te dis, je vais te punir d'un 5e pour ne pas avoir sécurité. Parce qu'il était aussi responsable de son manœuvre. Hein, son manœuvre pouvait avoir aussi bien une pierre que lui. Le lendemain, il se fait tuer. Première chose, alors, hein, on entend dire, oui, mais le directeur est allé là la veille. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein, et le directeur, il a marqué dans le lit de punition un 5e pour manque de sécurité au pavé. C'est couvert. Oui. Oui, donc des détails comme ça qui montrent qu'on doit être sévère. Hein, on ne peut rien laisser passer. Hein, c'est comme ça. La nature humaine est faite comme ça. Et si je voulais éventuellement faire avancer le charbonnage, il fallait que ce soit comme ça aussi. On avait fait grève pour, je ne sais plus pour combien, mettons 10 francs. Hein? Je ne sais plus si le chiffre est exact. Et comme toujours, lorsqu'on négocie, hein, on reprend le travail après avoir eu 5 francs. Hein, il y a toujours des demandes exagérées, et puis on discute et on arrive à une entente. Et on reprenait le travail. Et on me dit qu'il y a des Turcs qui sont autour du puits, ici numéro 1, et qui ne veulent pas laisser descendre la cage. Et j'étais au bureau de rapport qui se trouve au Puy-Marie. Alors, je dis, je vais monter, je vais aller voir ce qui se passe. Et je dis au conducteur et au chef porion, vous me suivez, mais vous n'intervenez pas. Et je suis arrivé ici. Alors, ils ne voulaient pas recommencer pour 5 francs. On leur avait dit que vous avez grève pour 10 francs. Eux ne comprenaient pas qu'on puisse négocier pour 5 francs. Ce n'était pas leur habitude, ce n'était pas leur mentalité. Et alors, il dit, écoutez, hein, ils étaient 25. Il dit, écoutez, voilà ma montre. Je vous donne 5 minutes pour retourner à l'entrée du charbonnage. Si dans 5 minutes, et ça se prenait encore à l'époque, j'appelle les gendarmes et je vous ferai mettre à la frontière. Ils sont repartis. Hein? J'ai poussé les Turcs jusqu'à la sortie du charbonnage. J'avais le trouillomètre à 0, comme on dit, mais il n'y a personne qui a bougé, ils sont suivis, et les Turcs sont sortis du charbonnage. Et depuis lors, j'ai toutes les autorités vis-à-vis de ces Turcs-là.
depuis là. J'avais eu le culot, disons, de les affronter. Mais j'étais pas fier. Hein.